Une semaine après notre divorce, mon ex-mari a épousé la femme parfaite de ses rêves, mais quand j'ai vu son visage, je n'ai pas pu m'arrêter de rire. Mon nom est Isabelle, j'ai 36 ans et je vis dans une petite ville tranquille à la périphérie de Lyon, en Rhône-Alpes. Je travaille comme assistante comptable pour un fournisseur d'équipement médical, tout en gérant également le foyer dans notre petite maison. Pas d'enfants, pas de bruit, juste moi et mon mari, Thomas. Thomas a le même âge que moi. Il travaille comme chef d'équipe commerciale dans une grande agence immobilière. Il a une apparence soignée, une voix persuasive, toujours habillé de chemise impeccable, avec une trace de parfum coûteux lorsqu'il passe. Aux yeux des autres, je semblais probablement chanceuse, mais ils n'ont aucune idée du froid qu'il faisait à l'intérieur de cette maison. Aujourd'hui aurait dû être spécial, le 12 juin, notre 8e anniversaire de mariage et le 36e anniversaire de Thomas. J'ai pris une demi-journée de congé au travail, conduit plus de 30 minutes juste pour lui procurer son vin rouge préféré, et je me suis arrêté dans une boucherie artisanale pour choisir une coupe de côte courte de wagyu. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour rendre ce dîner mémorable. J'ai accroché des lumières autour du balcon, étendu une nappe couleur ivoire, disposé les couverts parfaitement. Le gâteau sur mesure que j'avais commandé était prêt dans le frigo, un simple gâteau avec un glaçage à la vanille lisse et un petit message sur le dessus, à Thomas, joyeux anniversaire et anniversaire de mariage. À 19h, j'ai ajusté ma robe, mis un peu de parfum et me suis assise pour attendre. Je croyais qu'il rentrerait à la maison. À 20h, j'ai allumé les bougies. À 21h, j'ai envoyé un SMS, j'attends. Pas de réponse. À 21h30, j'ai appelé, 5 sonneries, puis la messagerie vocale. À exactement 22h35, j'ai reçu un court email de Thomas, désolé, urgence avec un gros client, je dois rester au bureau. On se rattrapera plus tard. Pas de merci, pas de joyeux anniversaire de mariage. J'ai posé le téléphone sur la table. Les bougies s'étaient éteintes il y a longtemps. Le gâteau était toujours intact dans le frigo, et je suis resté figé dans la lueur dorée des lumières de la salle à manger, tenant toujours la serviette pliée que j'avais préparée pour lui. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est déréglé cette nuit-là. J'ai tout rangé, emballé la viande et les stocké, retiré les lumières, essuyé la table. Personne n'a profité du dîner. Il n'y avait personne avec qui célébrer. Je me suis couché vers minuit, toujours dans la robe froissée que j'avais choisie pour la soirée. J'ai essayé de dormir, mais l'image de ce court email froid n'arrêtait pas de trancher mon esprit comme une lame émoussée. Ce n'était pas la première fois que Thomas rentrait tard, pas la première fois que j'attendais jusqu'à ce que mon corps me fasse mal, mais cette fois, quelque chose était différent. Un instinct silencieux et insidieux, comme une brise froide dans le dos. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et suis allé travailler comme d'habitude, mais de toute la journée, il n'y a pas eu un seul message de mon mari. J'ai essayé d'appeler, juste plus de sonneries. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. Vers midi, commençant à m'inquiéter, j'ai appelé le bureau de Thomas. La réceptionniste a hésité un instant, puis a dit « Oh, il a démissionné il y a 3 jours. » Il n'a laissé aucune information pour le contacter. Je suis resté figé dans le couloir de mon propre bureau. L'air autour de moi s'est épaissi, mon cœur battait la chamade tandis que les souvenirs affluaient comme un film à l'envers, et soudain j'ai compris. Il ne s'agissait pas de travail ou d'un client. Il avait choisi de disparaître, et moi, sa femme depuis 8 ans, j'étais la dernière à le savoir. Juste après le travail, je suis rentré chez moi en vitesse. Chaque tour de volant était comme se préparer à affronter une marée montante. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement au 3e étage, l'endroit qui m'avait semblé un havre de paix était maintenant empli d'un silence suffocant. Mes yeux sont immédiatement tombés sur le porte-chaussures, un vide flagrant sur la 2e rangée. Les chaussures en cuir marron préférées de Thomas avaient disparu. J'ai crié « Thomas !» Pas de réponse. Je me suis précipité vers la chambre et mon cœur a coulé comme une pierre. Il se tenait au milieu de la pièce, à côté d'une valise ouverte. Des vêtements jetés à la hâte dans un sac de sport, un costume bleu marine, une cravate, une paire de chaussures de Villeneuve, encore avec les étiquettes des articles qu'il ne portait jamais pour des réunions régulières. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Thomas m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Tu es de retour » dit-il platement, puis il a continué à faire sa valise. Je me suis approché. « Où vas-tu » ? Dans l'état voisin, dit-il avec désinvolture. J'ai accepté un nouveau travail à Toulouse. Quoi ?
J'ai figé. Tu as quitté ton travail et tu ne m'as rien dit. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit une mince chemise de son sac et la posa sur la table. La première page était des papiers de divorce. Je suis resté immobile. Thomas, qu'est-ce que c'est? Il me regarda avec des yeux d'acier. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. De quoi parles-tu? J'ai haleté, incapable d'y croire. Tu as toujours fait passer le travail en premier. La maison est poussiéreuse. Tu ne cuisines que le week-end. Tu ne te soucies plus de moi. J'ai serré les papiers. J'ai essayé. Tu rentres tard en disant que tu as déjà mangé, je cuisine, tu ignores. Je nettoie, tu me dis de ne pas toucher à ton bureau, et maintenant tu me reproches de ne pas remplir mes devoirs? Ne me parle pas de choses insignifiantes, il a claqué. Tu trouves juste des excuses. Une vraie femme n'a pas besoin de rappel. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu parles comme si je restais assise toute la journée. Je travaille. Je paie la moitié du loyer. Mais personne ne cuisine pour moi. Personne ne demande si je vais bien. Et je ne me suis jamais plainte. Thomas plissa les yeux. C'est ton choix. J'ai fait le mien. Il ferma la valise et se dirigea vers la porte. J'ai loué un appartement près du nouveau travail. Je commence la semaine prochaine. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai bloqué la porte. C'est tout? Pas d'excuses. Pas d'explication après 8 ans. Je ne te dois rien, dit-il, puis il me dépassa sans regarder en arrière. La porte se referma derrière lui, définitive et froide comme le coup de marteau d'un juge. Je m'affaissa sur le sol, serrant toujours les papiers de divorce, mes mains tremblantes. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de gestion de l'immeuble. Madame Isabelle, nous venons de recevoir une demande de transfert de bail. Le titulaire actuel du bail a demandé à résilier le contrat. J'ai figé. Qu'a-t-il dit? J'ai demandé. Il a juste laissé une note, je n'habite plus ici. La personne qui reste doit vider les lieux et déménager avant la fin du mois au point. Pas de discussion, pas de message. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans le tiroir de notre vieux bureau et j'ai trouvé les reçus de tous les meubles. Presque tout, du canapé au réfrigérateur, était à mon nom. Les seules choses qu'il a prises étaient des vêtements et quelques petits articles technologiques. Thomas est parti comme un étranger, mais c'est cette froideur même qui m'a finalement réveillé. J'ai regardé autour de l'appartement. Tout était toujours là, sauf le mariage. Je n'ai pas signé les papiers de divorce tout de suite. Ils sont restés sur la table pendant 3 jours, comme une égratignure qui n'avait pas encore saigné. Chaque fois que je passais devant, je m'arrêtais et je regardais, comme si une raison pouvait apparaître entre les lignes froides tapées. Mais plus je regardais, plus cela devenait clair, la seule explication était le silence brutal de Thomas. Le samedi soir, alors qu'il était parti sans un mot, j'ai reçu une notification d'un ancien groupe d'amis, une réunion des 18 ans du lycée dans une brasserie artisanale du centre-ville de Lyon. J'y avais déjà hâte, j'avais même payé les frais de réservation un mois auparavant. À l'époque, j'imaginais me présenter avec Thomas, main dans la main, un couple stable parmi ceux qui luttaient ou étaient divorcés. Maintenant, il n'y avait plus que moi et une douleur creuse et profonde. J'ai failli ne pas y aller, mais après m'être regardé dans le miroir, le visage fatigué conservant une trace de dignité, je me suis habillé, une simple robe noire, du rouge à lèvres couleur vin, les cheveux tirés en arrière pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour me rappeler que j'existais encore. J'étais encore assez forte pour entrer dans une pièce bondée sans broncher. La brasserie de la Lune était aussi bruyante et animée que je me souvenais de nos années d'adolescence. Des rires, des verres qui s'entrechoquaient et le murmure des vieilles histoires résonnaient de chaque coin. Je suis entré dans le bruit, me sentant déplacé au début, jusqu'à ce qu'un regard familier me fasse m'arrêter. Et Isabelle? Je me suis retourné. C'était Nicolas, le gars qui jouait de la basse dans le groupe de l'école. Maintenant, il avait un peu de barbe, un air calme et posé. Je t'ai presque pas reconnu, sourit-il, en me tendant une bière. Toujours la dernière à arriver, hein. Nous nous sommes assis à une petite table cachée à l'arrière. Nicolas a partagé qu'il était divorcé depuis 3 ans, élevant seul sa fille de 6 ans. Pas d'amertume, pas de drame, juste des vérités simples partagées comme 2 adultes à mi-chemin de la vie. Quand il m'a demandé à propos de Thomas, j'ai répondu simplement, nous divorçons. Pas de pitié.
Nicolas a hoché la tête, puis a changé de sujet, et j'étais silencieusement reconnaissante pour cela. Cette nuit-là, en rentrant chez moi à travers la fraîcheur du début de l'été en Rhône-Alpes, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson est passée, It's not right but it's okay. Les paroles ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, faisant remonter une inondation de souvenirs, dîners froids laissés intacts, messages non lus, et des étreintes qui s'étaient évanouies dans le néant. Toutes ces années, je me suis dit, Thomas est occupé, je devrais être plus compréhensive, je dois juste essayer plus fort. Mais face à la vérité nue, j'ai réalisé que j'avais vécu comme une ombre, trouvant toujours des raisons d'excuser la négligence de quelqu'un d'autre. Le dimanche matin, alors que je préparais mon café, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé, Thomas. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. J'ai informé le bureau de location que nous mettions fin au contrat d'ici la fin du mois. Tu devrais commencer à faire tes valises, dit-il, sa voix plate comme un ordre. Je suis resté calme. Tu ne penses pas que tu aurais dû demander si j'avais un autre endroit où aller? Tu es adulte, débrouille-toi, répondit-il sans embâche. J'ai posé ma tasse et j'ai parlé lentement, bien. Je signerai. Thomas est resté silencieux. Et ne m'appelle plus, dis-je fermement. Ne me parle pas comme si j'étais encore celle qui gardait ta maison en ordre. Toujours pas de réponse. J'ai raccroché, sans hésitation. Je me suis assise à table, mes yeux se sont posés sur les papiers de divorce. Puis, comme si je fermais un chapitre qui avait longtemps pourri, j'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom. Pas un seul tremblement dans ma main, pas une seule larme, juste la clarté après tant d'années obscurcies par des promesses creuses. Exactement une semaine après avoir soumis le divorce par l'intermédiaire de mon avocat, Thomas m'a envoyé un email vers 22 heures. L'objet ne contenait qu'un mot, preuve. Je l'ai ouvert. Avant même de pouvoir lire la première ligne, une photo a sauté aux yeux, un certificat de mariage. Époux, Thomas Robert Dumas. Épouse, Marianne Dubois-Leclerc. Estampillé en rouge profond en bas, département de la Haute-Garonne. Date d'enregistrement, exactement un jour après que le tribunal a finalisé notre divorce. Avant que je puisse réagir, mon téléphone a sonné. Il a appelé juste après l'avoir envoyé. J'ai décroché. La voix de Thomas arriva, étrangement triomphante. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je me suis remarié. La vie n'a jamais été aussi belle. Je ne parlais pas, j'écoutais juste, et au plus profond de moi, quelque chose de silencieux a commencé à bouger. Elle s'appelle Marianne. 36 ans, comme toi, mais elle est mature, douce et... Il fit une pause. Tellement belle. Tu serais jalouse. Je suis restée silencieuse. C'est la fille unique de la famille qui possède la chaîne immobilière Leclerc à Aix-en-Provence. Ses parents nous ont construit une petite maison près des collines avoisinantes, et le travail. Sa famille m'a aidé à devenir vice-président exécutif de leur entreprise. Alors c'est pour ça que tu avais besoin du divorce si rapidement? J'ai demandé, essayant de garder ma voix stable. Pas entièrement, répondit-il. Je ne pouvais juste pas continuer à vivre avec une femme qui faisait toujours passer le travail en premier et négligeait son rôle d'épouse. J'ai laissé échapper un rire silencieux. Et ta nouvelle femme, elle ne travaille pas? Elle a choisi de s'occuper de la maison. Et nous attendons une petite fille, dit Thomas avec suffisance. Elle est enceinte de 3 mois. Chaque phrase qu'il prononçait était comme une lame émoussée coupant le dernier fil qui m'avait jadis lié à ce mariage. Mais au lieu de douleur, tout ce que je ressentais était un vide paisible. Marianne Leclerc, ai-je répété le nom après avoir raccroché. Ce n'était pas inconnu. J'ai ouvert Facebook et j'ai tapé son nom. Son profil est apparu presque instantanément. La photo de profil montrait une femme magnifique avec de douces ondulations blondes, des yeux bleus perçants et un sourire qui pouvait faire sentir n'importe qui minuscule. J'ai fait défiler, puis sur la 10e photo, j'ai figé. Marianne était la fille qui avait fréquenté le lycée avec moi pendant 3 ans. À l'époque, son nom était Marianne Dubois, pas Leclerc. Elle était maigrelette, avait les yeux plissés, un nez plat et la peau tachetée à cause d'allergie au maquillage. Elle s'asseyait au fond, parlait à peine et se faisait souvent taquiner par les camarades de classe. Pas possible. J'ai rouvert la photo de mariage que Thomas avait envoyée par email. La mariée sur cette photo ressemblait à une personne entièrement différente. Pas une trace de l'ancienne Marianne Dubois ne restait. Mais je me souvenais de ses yeux, de cette dent légèrement tordue pour laquelle on se moquait d'elle, dent de lapin,
de la façon dont elle baissait toujours les yeux en marchant dans le couloir. Comment aurais-je pu oublier? J'ai appelé Léa, ma meilleure amie du lycée. Tu te souviens de Marianne Dubois? J'ai demandé. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis Léa a ri. Non seulement je me souviens d'elle, mais j'ai encore une photo d'elle de notre dernière année. Pourquoi tu la ramènes soudainement? Je lui ai tout raconté, Thomas, le nouveau mariage, la maison offerte, le titre de cadre magiquement acquis. Léa n'était pas surprise. Elle a complètement changé après avoir déménagé à Paris pour étudier l'art. Elle a subi plusieurs chirurgies plastiques, menton, nez, yeux, mâchoire. Les gens l'appelaient aussi Marianne la trop parfaite. Mais sa personnalité est toujours la même, calme, calculatrice et très stratégique quant à ceux à qui elle s'accroche. Je n'ai rien dit. Il y avait une rumeur selon laquelle elle s'est impliquée avec un architecte marié beaucoup plus âgé dans le Marais à Paris, ajouta Léa. Puis elle est retournée au Nouveau-Mexique et a ouvert une galerie d'art. Je suppose qu'elle a gravi les échelons maintenant. Je n'avais plus de questions. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon salon, fixant la photo de mariage de Thomas et Marianne. Tout dans le cadre brillait, les fleurs, la robe blanche, les dents parfaitement alignées dans son sourire éclatant. Mais je savais que derrière tout cela, il y avait des couches de maquillage, une image soigneusement construite et un motif bien dissimulé. Et il avait choisi ça. Une semaine après l'appel vantard de Thomas, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court, Isabelle, es-tu libre? J'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Je savais exactement de qui il s'agissait. Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, il a appelé. J'ai décroché, non pas parce que ça m'intéressait, mais parce que quelque chose me disait que ça valait la peine d'écouter. Marianne a accouché, dit Thomas immédiatement. Une petite fille. Je l'ai entendu déglutir difficilement, puis le silence. J'ai attendu. Elle ne me ressemble pas, ni à Marianne en fait. Elle ne ressemble à aucun de nous deux. J'ai serré mon téléphone, les lèvres pressées l'une contre l'autre pour m'empêcher de rire. Peut-être qu'elle tient de quelqu'un de ta famille, j'ai proposé, légère comme l'air. Non, j'y ai pensé aussi, mais Isabelle, tu te souviens quand tu as ri hystériquement après que je t'ai parlé de Marianne? Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Thomas s'éleva soudain, nerveuse et paniquée. Je me suis adossé à ma chaise, un léger sourire en coin. J'ai juste trouvé ça intéressant, ai-je répondu, retenant l'acidité de mon ton. Arrête de plaisanter. J'ai fait un test ADN. Le bébé est le mien. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle ne ressemble à aucun de nous deux. Je n'ai rien dit à personne d'autre que toi. Tu as ri comme si tu savais quelque chose. S'il te plaît, dis-moi. J'ai laissé échapper un léger rire. Ma voix était calme. Te souviens-tu de ton album de fin d'études secondaires? Silence. J'ai continué, je l'ai trouvé en rangeant l'ancien appartement. Il était enfoui au fond de ton tiroir de bureau, couvert de poussière. Tu fouillais dans mes affaires? Thomas semblait légèrement irrité. Non, je nettoyais, comme tu l'as demandé, j'ai insisté. Et quand j'ai ouvert cet album, j'ai été sidéré. Un garçon aux cheveux bouclés, aux yeux plissés, aux dents tordues et à la peau couverte d'acné. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que c'était toi. Thomas expira lentement. Je me suis toujours demandé pourquoi, en 8 ans, tu ne m'avais jamais présenté à tes amis d'université, pourquoi tu as insisté pour un petit mariage sans amis, pourquoi il n'y avait pas une seule photo d'adolescence chez nous. Maintenant je comprends. J'ai changé par insécurité, dit-il doucement. Non, ai-je répliqué. Tu as changé parce que tu voulais vivre une nouvelle vie. Mais tu as oublié une vérité simple, la génétique ne peut pas être altérée. Le silence s'étendit entre nous. Tu penses que j'ai honte de ce que j'étais? Non, ai-je dit. J'ai pitié d'un enfant innocent qui va grandir avec 2 parents qui n'ont pas pu être honnêtes. Tu as caché ton passé, Marianne aussi, et maintenant vous êtes surpris que votre fille ne ressemble pas aux versions éditées que vous avez tous deux construites. Tu penses qu'elle va ressembler à cette ancienne version de moi? La voix de Thomas tremblait. Personne ne le sait, mais elle portera ce qu'il y a de réel en toi, ton sang, ton ADN, tout ce que tu as essayé d'effacer. Je l'ai entendu inspirer profondément. Et Marianne, ai-je demandé, coupant une dernière fois. Elle a pleuré, a dit qu'elle était épuisée par l'accouchement, mais tu sais ce qui est pire? Elle ne tiendra pas le bébé.
Chaque fois qu'elle regarde le visage de l'enfant, elle se détourne. Hier, sa mère a dû intervenir et tenir le bébé parce qu'elle refusait. Je ne sais pas quoi faire. Je suis restée silencieuse. Une lourdeur amère monta dans ma poitrine, non pas pour Thomas, mais pour un enfant déjà rejeté par les personnes mêmes qui l'ont mis au monde. J'ai baissé la voix, tu as dit un jour que j'avais échoué en tant que femme parce que je n'étais pas prête à me sacrifier. Mais celui qui rejette son rôle de père, c'est toi. Thomas soupira, peut-être sur le point de parler à nouveau, mais je l'ai arrêté. Tu n'as pas besoin de mes conseils. J'espère juste que tu ne projetteras pas ta honte sur ce bébé. Elle n'a rien fait de mal. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, puis j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien que j'avais besoin d'entendre. Près d'un an après ma dernière conversation avec Thomas, je me souvenais à peine de sa présence dans ma vie. Non pas parce que j'avais essayé d'oublier, mais parce que la vie que j'avais construite après lui avait rempli chaque espace vide qu'il avait laissé derrière lui. J'ai déménagé dans un petit appartement à Annecy, à seulement 10 minutes à pied du bureau. Le balcon donnait sur des collines verdoyantes avec juste assez de soleil pour faire pousser quelques pots d'herbes aromatiques. Les matins ne semblaient plus être quelque chose à redouter. Je me levais tôt, préparais du café et respirais. J'ai gardé mon emploi actuel, mais j'ai réduit mes heures. J'ai choisi une vie d'équilibre plutôt que d'épuisement professionnel, arrêtant de courir après des choses qui n'étaient pas faites pour moi. Je me suis inscrite à un cours d'art le week-end et j'ai retrouvé de vieux amis, dont Nicolas, le gars que j'avais rencontré à La Réunion. Nous ne nous sommes pas liés par des promesses ou des attentes, juste des après-midi calmes et une simple compagnie entre deux personnes qui valorisaient la paix. Je ne prenais plus de nouvelles de Thomas, mais la vie a une étrange façon de vous donner des nouvelles des gens qui en sont sortis. Un après-midi de début d'automne, je suis tombé sur Léa dans une librairie d'occasion. Après quelques salutations décontractées, elle s'est penchée et a murmuré « Tu n'as rien entendu à propos de Thomas, n'est-ce pas ?» J'ai légèrement secoué la tête. Marianne cherche un avocat pour le divorce. J'ai levé un sourcil, pas surprise. On dit que Thomas a encore trompé, a poursuivi Léa, avec une nouvelle employée dans l'entreprise de sa femme. Marianne l'a découvert il y a 3 mois, mais a gardé le silence pour le bien de l'enfant. L'enfant ? J'ai demandé. Leur fille. Elle a presque 3 ans maintenant. Mais ça empire. Léa m'a montré une capture d'écran d'une amie dans un groupe de parents de maternelle, il y a une nouvelle fille dans la classe. Sa mère a eu une chirurgie esthétique complète. D'une certaine manière, les enfants l'ont découvert et ont commencé à la taquiner, en disant « Ta maman était moche avant ». La pauvre a pleuré toute la semaine. J'ai fixé le message, le cœur serré. Même si je ne me souciais plus de Thomas ou de Marianne, l'idée qu'un enfant soit harcelé pour des choix qui n'étaient pas les siens a brisé quelque chose en moi. Tristesse. Colère. Les deux. Marianne regrette d'avoir eu le bébé, ajouta Léa. Elle pensait que l'enfant hériterait de sa beauté post-chirurgie, mais maintenant il est évident que la fille porte les gènes originaux. Je n'ai rien dit, car honnêtement, il n'y avait plus rien à dire. Thomas et Marianne ont un jour choisi une version de la vie enveloppée de paillettes, construite sur des illusions de beauté, de statut et de contrôle. Mais en fin de compte, ce qui ne pouvait être caché ou le passé, la vérité et la façon dont ils traitaient les autres est ce qui s'est manifesté le plus clairement quand ils ont eu un enfant. Je suis retourné à mon après-midi, j'ai acheté un petit croissant à la boulangerie et je suis rentré chez moi en flânant à travers le parc où la lumière dorée filtrait à travers des parcelles d'herbe. Ma vie n'a plus de drame, pas de rebondissement majeur, mais elle a du rythme, de l'autonomie et une plénitude que je pensais ne jamais atteindre. Parfois, je réfléchis encore à ce que j'ai traversé, 8 ans de mariage, un divorce soudain, une trahison éhontée et le démasquage derrière tout ce maquillage impeccable. Mais je ne ressens plus d'amertume. Je ressens de la gratitude, parce que cet effondrement m'a donné la chance de renaître, non pas en quelqu'un de nouveau, mais en moi-même sans compromis, sans évitement, sans faire semblant d'aller bien. Si quelqu'un me demandait un jour si j'ai pardonné à Thomas, je sourirais probablement et dirais, je n'ai personne à pardonner. J'ai juste besoin de vivre fidèle à moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je peux dire cela sans hésitation. L'histoire d'Isabelle nous rappelle que les apparences peuvent tromper le monde, mais le temps révèle toujours la vérité. Lorsqu'elle a été trahie et jetée pour ne pas être parfaite, elle n'a pas cherché à se venger ni à mendier des explications. Elle est partie tranquillement et a reconstruit sa vie de l'intérieur vers l'extérieur. En fin de compte, ceux qui ont vécu un mensonge ont dû faire face aux conséquences qu'ils ont créées,
tandis qu'Isabelle a trouvé la liberté, la paix et son vrai moi, quelque chose qu'aucune chirurgie esthétique ne pourrait jamais acheter. Que pensez-vous des choix d'Isabelle et de la chute de ceux qui ont vécu un mensonge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires plus puissantes et surprenantes sur la famille.